Imaginez un monde où les plantes ont cessé d'être de simples décorations pour devenir des prédateurs astucieux, des chasseurs miniatures qui guettent leur proie avec des stratégies surprenantes. Des pièges souterrains de la Janlisea aux mortelles ziones des Nepenthes, chaque plante défie les lois de la nature de manière aussi ingénieuse qu'inquiétante. Numéro 1. Dionée, attrape-mouche. Dionée nisipula. Bien que nous ayons mentionné le mécanisme impressionnant de la Dionée attrape-mouche, il y a tant de détails fascinants sur cette plante qui nous poussent à approfondir encore plus. Pour commencer, le secret derrière sa rapidité réside dans sa structure unique. Chacune de ces pièges, ces feuilles en forme de mâchoire, est équipée de soies ou de poils sensoriels. Eh bien, ce qui est vraiment étonnant, c'est comment ces poils fonctionnent. Il ne suffit pas que la proie touche un seul d'entre eux. Non, la plante a développé une précision si méticuleuse qu'elle exige qu'un insecte touche 2 poils en l'espace de 20 secondes. Cela garantit que le piège ne se referme pas par erreur à cause de n'importe quel mouvement aléatoire, comme une goutte de pluie ou une petite feuille. Ce niveau de sélection et de calcul est, sans aucun doute, quelque chose qu'on n'attendrait pas d'une plante. De plus, une fois que le piège se referme, ce n'est pas la fin du spectacle. L'insecte piégé tente désespérément de s'échapper, mais le piège continue de se resserrer de plus en plus au fil du temps. Ce processus peut durer plusieurs jours, pendant lesquels la plante commence à sécréter des enzymes digestives qui décomposent les tissus mous de l'insecte, transformant le pauvre malheureux en une soupe de nutriments. Et pendant que cela se produit, les parois internes du piège se détachent. Elles absorbent les nutriments, ne laissant derrière elles que l'exosquelette vide. Ensuite, après avoir terminé son festin, le piège s'ouvre à nouveau, prêt pour sa prochaine victime. D'un autre côté, ce que beaucoup ignorent, c'est que la Dionée attrape-mouche a une limite quant au nombre de fois qu'elle peut capturer des proies avant qu'un de ses pièges ne se fane et meure. Normalement, chaque piège peut se refermer entre 4 et 5 fois au cours de sa durée de vie. Par conséquent, chaque fermeture du piège est un événement précieux pour la plante, et c'est pourquoi le système d'activation des poils sensoriels est si précis pour éviter des fermetures inutiles qui gaspilleraient de l'énergie. Malgré sa féroce capacité de chasse, la Dionée attrape-mouche est en réalité une plante assez délicate en termes d'habitat. Elle pousse naturellement dans les zones marécageuses du sud-est des États-Unis, où les sols sont si pauvres en nutriments que les plantes communes ne pourraient pas survivre. Cependant, grâce à sa capacité à obtenir des nutriments d'une source alternative, les insectes, la Dionée attrape-mouche a trouvé un moyen de prospérer dans ces environnements difficiles. Pour ne rien arranger, un autre aspect intéressant est sa popularité parmi les amateurs de plantes exotiques. Beaucoup de personnes les cultivent chez elles. Mais, et c'est là que ça devient surprenant, maintenir une Dionée attrape-mouche en bonne santé n'est pas une tâche facile. Elle nécessite un environnement qui imite les conditions marécageuses de son habitat naturel, des sols extrêmement pauvres en nutriments et de l'eau distillée ou de pluie, car tout autre type d'eau pourrait endommager ses racines délicates. Numéro 2. Plante tire-bouchon, Janlisea. La plante tire-bouchon, connue scientifiquement sous le nom de Janlisea, est un véritable énigme de la nature. Bien qu'elle paraisse inoffensive en surface, sous terre elle cache une machinerie de chasse qui surprendrait n'importe quel scientifique. Originaire des zones humides d'Afrique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, cette plante carnivore a développé une stratégie qui la rend chasseuse furtive et mortelle. Ses environ 30 espèces partagent un trait commun, des feuilles souterraines, spécialement adaptées pour capturer les protozoaires imprudents et d'autres organismes microscopiques vivant dans leur environnement. Cependant, ce qui rend vraiment spécial la Janlisea, c'est la conception de ses feuilles souterraines. Ces feuilles allongées, qui ressemblent à des tire-bouchons enroulés, forment un système de tunnels tortueux qui agissent comme des pièges passifs. Pour les organismes qui s'approchent, ces feuilles semblent être un refuge parfait, une entrée vers un espace sûr. Cependant, ce refuge apparent est un leurre trompeur. Un labyrinthe dont il n'y a pas d'issue. Les micro-organismes sont attirés par la plante, mais une fois qu'ils entrent dans ces tunnels, ils rencontrent des poils microscopiques qui les empêchent de reculer.
C'est comme si la plante avait conçu une énigme parfaite, où la seule façon d'avancer est de s'enfoncer de plus en plus dans le piège, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'échappatoire. Or, le mystère de la Janlisea va au-delà de son apparence. Pendant longtemps, sa nature carnivore était une énigme pour les botanistes. C'est Charles Darwin lui-même, fasciné par ces plantes, qui a suggéré qu'elles pourraient être carnivores. Cependant, ce n'est qu'en 1998, plus d'un siècle après l'observation de Darwin, que cette hypothèse a été confirmée. Les études ont démontré que les feuilles de la Janlisea non seulement piégeaient les micro-organismes, mais libéraient également des enzymes digestives qui décomposaient leur proie, permettant à la plante d'absorber les nutriments nécessaires pour survivre dans des sols pauvres. De plus, ces plantes ont une histoire curieuse en ce qui concerne leur nom. Elles portent le nom de la comtesse de Henly, une écrivaine française du XVIIIe siècle, ce qui ajoute une touche d'élégance à la létalité de ces chasseuses souterraines. Cependant, ce qui capte vraiment l'attention des scientifiques n'est pas seulement leur nom, mais leur génome. Certaines espèces de Janlisea, comme la Jorea, possèdent les plus petits génomes connus parmi les plantes à fleurs. Ce fait ne les rend pas seulement fascinantes du point de vue génétique, mais soulève également des questions sur l'évolution des plantes carnivores et leur capacité à s'adapter à des environnements extrêmes. D'un autre côté, la Janlisea a développé une forme de vie qui défie les attentes sur ce qu'une plante devrait être. Contrairement à la plupart des plantes, elle ne détend pas de racines traditionnelles pour s'ancrer au sol ou pour absorber l'eau et les nutriments. À la place, ces feuilles souterraines remplissent ces fonctions, faisant de chacune d'elles un piège vivant, conçu pour remplir deux objectifs: capturer des proies et absorber les ressources du sol. Cela permet à la plante de prospérer dans des endroits où la plupart des espèces végétales ne pourraient tout simplement pas survivre. Numéro 3. Plantes déclencheuses. Stylidium. Les plantes déclencheuses de la famille des Stylidiacées sont comme des tireurs du Far West du monde végétal. Elles ne tirent pas de balles, mais elles utilisent un mécanisme de déclenchement qui lance une colonne florale vers les insectes qui osent se poser sur leurs fleurs. Connues sous le nom de Stylidium, ces plantes habitent principalement en Australie, où elles prospèrent dans une variété de tailles et de formes, allant de petites herbes à des plantes pouvant atteindre presque 20 mètres de hauteur. Leur nom dérive du mot grec stylo, qui signifie colonne, en référence à la structure de la fleur qui tire. Bien que certaines de ces plantes soient considérées comme protocarnivores, capturant et digérant de petits insectes grâce à leurs poils collants et aux enzymes digestives qu'elles sécrètent, il existe encore un débat sur le fait que toutes les espèces de Stylidium soient véritablement carnivores. L'action de leur déclencheur est impressionnante. Lorsqu'un insecte se pose, le mécanisme s'active en à peine 15 millisecondes, le couvrant de pollen avant de revenir à sa position originale. Ce système de tir peut se répéter plusieurs fois avant de s'épuiser, bien que sa vitesse diminue lorsqu'il fait froid. En plus de leur capacité à attraper des proies, ces plantes sont pollinisées par de petits insectes solitaires, comme les abeilles et les coccinelles, qui sont attirés par le nectar de leurs fleurs. Un détail curieux est que certaines espèces de Stylidium ne libèrent leur pollen. Pollen que lorsqu'elles perçoivent les vibrations d'un pollinisateur, garantissant ainsi que leur effort de reproduction soit efficace. Numéro 4. Aldrovanda vesiculosa, plante à rouault. L'Aldrovanda vesiculosa, connue sous le nom de plante de Noria, est une espèce fascinante dans le monde des plantes carnivores. Cette plante aquatique s'est spécialisée dans la capture de petites créatures aquatiques, comme les insectes et les petits poissons, en utilisant des pièges extrêmement rapides. Ces pièges, disposés en cercle autour de sa tige flottante, se ferment à une vitesse qui défie ce que l'on attend normalement d'une plante. À peine 10 à 20 millisecondes. L'Aldrovanda ne possède pas de racines. À la place, elle flotte librement dans l'eau, soutenue par de petits sacs d'air qui l'aident à rester à flot, en attendant que ses proies s'approchent trop près. Chaque fois qu'un insecte frôle les minuscules poils de ses pièges, la plante réagit par un mouvement soudain, le capturant sans lui laisser le temps de réagir. C'est comme une embuscade sous-marine, où le chasseur est une plante et la proie un insecte imprudent. Au cours du siècle dernier, cette plante a diminué en nombre, et aujourd'hui,
on ne connaît qu'une cinquantaine de populations dispersées à travers l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Australie. Cependant, sa rareté n'a pas empêché les passionnés de plantes carnivores de la cultiver dans des étangs et des aquariums, fascinés par sa capacité unique. Bien que l'Aldrovanda vesiculosa se soit adaptée à vivre dans des eaux pauvres en nutriments, elle compense ce manque de ressources en capturant ses proies et en extrayant d'elles ce dont elle a besoin pour survivre. En hiver, la plante crée de petits bourgeons protecteurs qui s'enfoncent au fond des étangs, survivant aux températures extrêmes jusqu'à ce que le printemps la ravive à nouveau. Numéro 5. Bible. Plante arc-en-ciel. Les biblis, communément appelées plantes arc-en-ciel, sont de véritables joyaux du monde végétal. Sous le soleil, leurs feuilles couvertes de minuscules toiles collant reflètent la lumière, de sorte qu'elles semblent briller de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, d'où leur nom. Mais ne te laisse pas tromper par leur beauté, car derrière ce charme coloré se cache un chasseur patient. Elles sont originaires d'Australie et de Papouasie-Nouvelle-Guinée et font partie de leur propre famille, les biblis. Contrairement à d'autres plantes carnivores, comme les drosera, les biblis ne peuvent pas bouger leurs feuilles ou leurs poils pour attraper leur proie. À la place, elles dépendent de la viscosité de leurs feuilles pour retenir les insectes qui tombent dans leur piège. Chaque feuille est couverte d'une substance mucilagineuse qui agit comme de la colle, asphyxiant lentement tout insecte qui touche sa surface. Les biblis se divisent en deux groupes principaux, le complexe de baies, Liniflora, avec des espèces de plus petite taille, et le complexe de baies, Gigantea, qui inclut des espèces pouvant atteindre des tailles beaucoup plus grandes. Bien que la majeure partie de leur régime alimentaire soit composée de petits insectes, comme les mouches et les fourmis, ces plantes bénéficient également des pluies qui lavent le nectar sucré qu'elles produisent. En maintenant la mucosité de leurs feuilles collantes et prêtes pour la prochaine chasse. Numéro 6. Cypripède, Acale. Sabot de dame. Le Cypripedium acale, connu sous le nom de sabot de dame ou fleur mocassin, est une plante qui a été vénérée tant pour sa beauté que pour son ingéniosité prédatrice. Cette orchidée, originaire de l'Est de l'Amérique du Nord, attire les insectes avec un parfum sucré qui promet un festin de nectar. Cependant, en pénétrant dans la fleur en forme de sabot, les insectes se retrouvent piégés dans une sorte de piège trompeur. Les parois internes de la fleur sont glissantes, et bien que ce ne soit pas aussi efficace que les pièges d'autres plantes carnivores, sa stratégie est épuisante. Les insectes se fatiguent en essayant de s'échapper, et beaucoup finissent par s'asphyxier avant de pouvoir trouver une issue. Cette orchidée est une plante à croissance lente. Elle peut prendre jusqu'à plusieurs années pour mûrir à partir de la graine, ce qui fait que sa récolte dans la nature est de plus en plus réglementée. Parmi les cultures indigènes d'Amérique du Nord, comme les Algonquins, le Cypripedium a été utilisé pour traiter diverses affections, notamment les problèmes menstruels, bien que son usage médicinal ait diminué en raison de la nécessité de protéger l'espèce. La fleur, qui est également connue comme la fleur sauvage de l'État du New Hampshire et la fleur provinciale de l'île du Prince-Édouard, au Canada, est un symbole de la ténacité de la nature, avec la capacité de fleurir dans des sols acides et pauvres en nutriments, s'adaptant aux conditions extrêmes de son environnement. Au fil des ans, le sabot de Vénus a démontré que, parfois, la meilleure façon de survivre est d'avoir un tour dans sa manche ou, dans son cas, un piège en forme de sabot. Numéro 7. Utriculaire. Plante à vessie. Les utricularia, connues sous le nom de plantes à vessie, sont les maîtresses incontestées de la succion dans le monde végétal. Avec plus de 230 espèces réparties sur presque tous les continents, ces plantes ont développé une méthode de chasse qui semblerait sortie d'un film de science-fiction. Alors que la plupart des plantes carnivores utilisent des feuilles collantes ou des pièges rapides, les utricularia ont opté pour une technique plus sophistiquée, de petites vessies remplies de vide qui fonctionnent comme des pièges, minuscules et mortels. Ces vessies, qui se trouvent sur les tiges de la plante, agissent comme des aspirateurs miniatures, attendant patiemment qu'une proie imprudente passe à proximité. Mais, comment parviennent-elles à capturer leurs victimes? Eh bien, le piège de l'utricularia s'active lorsqu'un protozoaire, une puce d'eau ou toute autre créature microscopique touche les toiles sensibles de la trappe de la vessie.
cela déclenche un mécanisme incroyablement rapide. En une fraction de seconde, la plante libère le vide à l'intérieur de la vessie, aspirant la proie, ainsi qu'un peu d'eau. Ce processus n'est pas seulement l'un des plus rapides connus dans le monde végétal, mais il est si efficace que la proie n'a pas le temps de réagir, étant littéralement aspirée en moins de 15 millisecondes. Cette vitesse éclair fait de l'utriculaire l'un des chasseurs les plus rapides de la nature, ce qui est difficile à imaginer quand on pense à une plante. De plus, l'environnement où cette plante habite est fondamental pour comprendre sa stratégie. Les utriculaires se trouvent dans une variété d'habitats aquatiques et semi-aquatiques, allant des mares herlisseaux aux mousses imbibées dans les forêts tropicales. Sa capacité à prospérer dans des eaux de faible qualité, pauvres en nutriments, leur a permis de coloniser des recoins où d'autres plantes ne pourraient pas survivre. Cette adaptation leur permet de tirer le meilleur parti de leur environnement et d'obtenir des nutriments de leur proie, plutôt que de dépendre du sol. N'ayant pas de racines traditionnelles, les utriculaires ont développé des structures complexes de pièges et de tiges qui leur permettent de s'ancrer à leur environnement et de flotter gracieusement dans l'eau. Numéro 8. Darwin en Californie, Lys cobra. Le lit cobra, scientifiquement connu sous le nom de Darlingtonia californica, est bien plus qu'une simple plante carnivore. C'est un maître du déguisement et du piège, et son apparence, qui évoque un serpent prêt à attaquer, n'est que le prélude de sa fascinante stratégie de chasse. La plante, originaire des régions montagneuses et fraîches du nord de la Californie et de l'Oregon, a appris à prospérer dans des conditions que d'autres espèces n'ont pas pu. Elle ne pourrait tout simplement pas supporter. Dans un environnement où l'eau est froide et le sol pauvre en nutriments, le lit cobra a trouvé le moyen de devenir un prédateur efficace et autosuffisant. D'une part, son design anatomique est stupéfiant. Les feuilles de cette plante forment des structures tubulaires qui s'élèvent du sol, torsadées et courbées, comme le cou d'un cobra, avec une langue bifide qui lui donne une touche encore plus sinistre. Cette langue n'a pas de fonction directe dans la capture des proies, mais elle contribue sans aucun doute à son charme mystérieux. Cependant, le véritable piège se trouve à l'intérieur de ces feuilles, où un microcosme est créé pour attraper et digérer les insectes malchanceux qui s'aventurent trop près. Alors, comment fonctionne exactement ce piège? Tout d'abord, le lit cobra. Il utilise son parfum sucré et l'éclat de sa structure pour attirer les insectes. Du point de vue d'une mouche ou d'un scarabée, les feuilles du lit cobra semblent être un refuge sûr, un endroit attrayant où trouver du nectar. Cependant, une fois que l'insecte entre, il se retrouve dans une sorte de piège sans issue. Les parois internes des feuilles sont recouvertes d'une couche glissante qui rend impossible l'escalade pour revenir au bord. De plus, les toiles orientées vers le bas agissent comme de petites barrières qui, bien qu'ils ne bougent pas, bloquent le passage de toute tentative de fuite. C'est comme être piégé, dans une maison de miroirs, où toutes les sorties sont fausses. De plus, le lit cobra est l'une des rares plantes carnivores qui a développé la capacité de produire ses propres enzymes digestives. Cela signifie que, contrairement à d'autres plantes qui dépendent de micro-organismes pour décomposer leur proie, cette plante peut gérer la digestion par elle-même. Décomposant efficacement les corps des insectes piégés pour absorber leurs nutriments. Ce processus permet à la plante d'obtenir l'azote et le phosphore dont elle a besoin pour croître, des éléments qui sont rares dans les sols acides et pauvres en nutriments, où elle vit généralement. Numéro 9. Drosophilum lusitanicum, Drosera portugaise. La Drosophilum lusitanicum, ou Drosera portugaise, est une plante carnivore qui semble sortie d'un film de science-fiction. Cette espèce, qui pousse principalement dans la région méditerranéenne occidentale, y compris le Portugal, le sud-ouest de l'Espagne et le nord du Maroc, a développé une stratégie de chasse qui lui permet de prospérer dans des sols secs et pauvres en nutriments, un environnement inhabituel pour les plantes carnivores. Contrairement à beaucoup de ses parentes, qui préfèrent les sols humides, la Drosera portugaise se sent chez elle sur des terrains ensoleillés et rocailleux, et a développé des glandes collantes sur ses feuilles qui l'aident à attraper ses proies. Les feuilles du Drosophilum forment une rosette dense à la base de la plante, et chaque feuille est couverte de minuscules glandes qui sécrètent une substance collante semblable au miel. Ces glandes agissent comme des pièges pour les insectes,
qui sont attirés par l'arôme sucré et se collent à la feuille. Une fois que l'insecte est piégé, la plante sécrète des enzymes qui décomposent son corps, absorbant les nutriments dont elle a besoin pour survivre dans son sol inhospitalier. Ce qui est fascinant, c'est que, contrairement à d'autres plantes carnivores qui ont des feuilles mobiles, la Drosera portugaise garde ses feuilles immobiles, laissant la viscosité de ses glandes faire tout le travail. Cependant, ces jeunes feuilles meurent. Elles montrent un tour curieux. Elles s'enroulent vers l'extérieur à mesure qu'elles grandissent, créant un piège encore plus efficace pour les insectes imprudents. Malgré son apparence fragile, cette plante s'est révélée être une survivante, s'adaptant aux rigueurs de son environnement méditerranéen avec une élégance mortelle. Numéro 10. Plantes tropicales à urnes. Nepenthes. Les plantes tropicales à urnes, connues sous le nom de Nepenthes, sont un type de plante que l'on trouve dans le non. Elles se distinguent non seulement par leur apparence exotique, mais aussi par leur statut de véritable reine dans l'art de la chasse au sein du règne végétal. Avec une élégance mortelle, ces plantes ont évolué dans les jungles denses et humides du sud-est asiatique, tirant parti de la richesse de leur environnement pour attirer, capturer et digérer toutes sortes de proies. Des minuscules fourmis qui glissent le long de leurs bords, aux grenouilles et petits mammifères qui commettent l'erreur de s'approcher trop près, les Nepenthes ont perfectionné leurs compétences pour survivre. Cependant, ce qui les rend si fascinantes n'est pas seulement la diversité de leur menu, mais la manière dont leurs pièges fonctionnent, comme de véritables chefs-d'œuvre de la nature. Chacun de ces pièges commence sa vie comme un petit bourgeon à la pointe d'une feuille. Petit à petit, ce bourgeon se transforme en une cruche, un conteneur naturel qui peut être aussi petit qu'un dé à coudre, ou assez grand pour contenir 1 litre d'eau. De plus, le liquide qui s'accumule à l'intérieur de ces cruches est la clé de leur succès. Il s'agit d'un cocktail visqueux produit par la plante elle-même, rempli d'enzymes digestives et de biopolymères, qui s'avère fatal pour les proies ayant la malchance d'y tomber. En fait, l'intérieur des cruches est recouvert d'une cire glissante qui rend toute tentative d'évasion pratiquement impossible. Les insectes, attirés par l'arôme sucré et le nectar qui recouvre le péristome, un anneau coloré et brillant à l'entrée de la cruche, finissent par perdre l'équilibre et tomber dans ce piège sans fond. C'est un tour de conception presque parfait. Ce qui semble être une simple plante inoffensive se transforme en un piège mortel, avec seulement un faux pas de sa victime. Cependant, la stratégie des Nepenthes va au-delà de ce qui pourrait être considéré comme un piège ordinaire. Certaines de ces espèces ont formé des relations symbiotiques avec de petits animaux locaux, comme les musaraignes arboricoles. Les musaraignes, attirées par le nectar des plantes, visitent les cruches pour se nourrir et, en échange, laissent leurs excréments à l'intérieur. Cet échange, qui à première vue peut sembler une curiosité, est en réalité une source précieuse de nutriments pour la plante. Ainsi, le Nepenthes ne dépend pas seulement des proies qu'il capture, mais aussi de ses apports accidentels qui enrichissent le sol pauvre des forêts tropicales.